Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette conférence. Vous êtes nombreux, malgré la pluie que vous avez bravée. Merci beaucoup. D'abord, un message de service, pardon. Mais voilà, Monsieur Lorenzi en particulier, auriez-vous la gentillesse tous de mettre votre masque? Nous sommes partis pour 3/4 d'heure de débat sur un sujet particulier. Je dis particulier parce que je vais donner quelques éléments de contexte avant de vous présenter nos prestigieux invités. Un élément de contexte évident, c'est l'élément politique. Il y a des échéances électorales importantes en Allemagne qui votent fin septembre. Ensuite, il y aura tout le travail d'élaboration du programme de la coalition. Paris perd Angela Merkel, qui lui succédera. Quelle coalition, quel programme? Ça aura évidemment, peut-être, les invités le diront, un impact ou pas sur le partenariat franco-allemand. Il y aura aussi, vous le savez, un rendez-vous en France en avril prochain. Quel président, quelle présidente pour les prochaines 5 années? 5 prochaines années, pardon. Donc, en tout cas, c'est un facteur d'incertitude. Je pense qu'il faudra le prendre en compte. Il y a aussi des réussites du franco-allemand, on en parlera, et elles sont concrètes. Elles ont été spectaculaires parfois. Il y a des divergences. On évoquera peut-être le pacte de stabilité monétaire, mais il y en a d'autres. Il y a des déséquilibres. Je voudrais juste donner un chiffre que vous connaissez bien, la production industrielle dans les pays, dans France et Allemagne, respectivement de 1 à 2, je crois de 13 à 25%. Voilà, c'est un sujet évidemment préoccupant et qui est au cœur de ce partenariat franco-allemand. On va parler de ça avec Peter Altmaier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui aux rencontres économiques d'Aix. Vous êtes le ministre fédéral de l'économie et de l'énergie. À côté de vous, à votre gauche, Bruno Le Maire, vous vous connaissez bien. On peut même dire, sans se tromper, qu'il y a une forme d'amitié qui s'est nouée entre vous. Bruno Le Maire, ministre français de l'économie et des finances. Guillaume Faury, qui est à la tête d'une entreprise qui est sans doute l'emblème le plus évident de l'entente européenne, de la production européenne, à la tête d'Airbus. Bonjour, Monsieur Faury. Et Hippolyte Dalbis, qui co-préside les rencontres économiques d'Aix et qui va tout de suite peut-être remettre notre sujet dans une perspective historique. Merci, Elisabeth. Vous pouvez m'applaudir aussi. Pardon. J'aimerais commencer par une bonne nouvelle. On va parler du couple franco-allemand. Et c'est vrai que depuis quelque temps, le couple franco-allemand fonctionne bien. C'est peut-être une coïncidence, c'est peut-être une conséquence du Brexit. Mais vous voyez, quelques semaines après que le Conseil de l'Europe ait voté le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, la France et l'Allemagne signaient un très important traité à Aachen, que l'on appelle ici Aix-la-Chapelle. Alors, dans ce traité d'Aix-la-Chapelle, il y a beaucoup de choses très intéressantes, mais finalement, il y a, messieurs les ministres, assez peu d'économie. On parle éventuellement de convergence du droit des affaires, ce qui est important. On parle des régions transfrontalières, ce qui est aussi crucial, mais on ne parle pas des grands problèmes macroéconomiques ou industriels. Et le point que je veux faire dans les quelques minutes que j'ai, c'est de dire que finalement, ce n'est pas si grave, parce que ce qu'il y a dans un traité, c'est beaucoup plus que ce qu'il y a écrit. Alors, vous voyez, le traité d'Aix-la-Chapelle, il a été signé un 22 janvier, et le 22 janvier, c'est la date symbolique, si vous voulez, de l'amitié franco-allemande, parce que c'était un 22 janvier aussi, mais cette fois en 1963, que Konrad Adenauer et Charles de Gaulle avaient signé ce fameux traité de l'Élysée. Et dans ce traité, d'ailleurs, il n'y avait pas d'économie du tout. On parlait de diplomatie, on parlait de défense, on parlait beaucoup de la jeunesse aussi, et de la volonté qu'elles se connaissent, en fait, et qu'elles se réconcilient. Et l'économie, elle était déjà passée, si je puis dire, au niveau européen, au niveau supranational. Rappelez-vous de la déclaration de Schuman, qui est quand même incroyable dans ces années 50, cette proposition de mettre la production de charbon et d'acier de l'Allemagne et de la France sous une autorité commune, avec la participation d'autres pays.
Mais néanmoins, l'amitié franco-allemande, elle a permis dans le passé de très belles réalisations. En mai 69, au Bourget, le ministre français et le ministre allemand signent cette production de l'A300, ce mythique A300 qui va donner ensuite naissance à une très belle entreprise. En 88, le 22 janvier, encore une fois, il y a un protocole additionnel au traité de l'Élysée qui vise à coordonner les politiques macroéconomiques. La France et l'Allemagne s'engagent à coordonner leurs politiques macroéconomiques. Compliqué de savoir ce que ça veut dire. Mais quelques années après, vous avez l'ensemble des pays européens qui signent le traité de Maastricht. C'est vrai, bon ton aujourd'hui de critiquer le traité de Maastricht. Mais vu de l'époque, c'était quand même un magnifique engagement à coopérer qui s'est fait à ce moment-là et à coopérer sur la macroéconomie. Alors aujourd'hui, on voit que lorsque les grands États coopèrent, eh ben, il peut y avoir de très belles réalisations. Je peux rappeler quand même brièvement ce assez magnifique épisode de la taxation des multinationales. Je veux dire, qui aurait dit il y a quelques années qu'on allait taxer les multinationales? On peut dire que ce n'est pas assez, mais c'est quand même un résultat d'une coopération entre grands pays. Et puis, c'est vrai qu'il y a les questions industrielles. Alors, on peut se dire que c'est le challenge, et, pour parler anglais, est au moins aussi compliqué que pour la taxation internationale, parce que voilà, l'industrie allemande et l'industrie française, elles sont différentes, elles ont des dynamiques très différentes. Il y a des choix industriels et des choix énergétiques, notamment, qui sont très différents. Mais récemment, à la faveur justement de ce partenariat franco-allemand renouvelé, il y a des projets européens, on appelle ça avec un acronyme affreux, un PIEC, mais c'est quand même des projets qui sont très importants, par exemple, qui ont été lancés sur l'hydrogène, sur la connectivité, etc. Donc voilà, en un mot de cette introduction, je veux dire que l'amitié franco-allemande, c'est un petit peu suranné, ça fait très diplomate, si vous voulez, mais elle a produit beaucoup, et elle a produit beaucoup pour l'Europe et pour les économies européennes. Et donc je me réjouis aujourd'hui qu'on ait nos trois invités exceptionnels, que je remercie encore d'être présents aux rencontres économiques, pour venir parler de ce partenariat et de son futur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, messieurs Faury, Atmayer et Lemaire, vous nous disiez en 5 minutes ce qui vous semble important, justement, de retenir de ce partenariat franco-allemand. Comment le renforcer? C'est la question qui est posée, sur fond d'incertitude que j'ai évoquée évidemment tout à l'heure. Vous voulez bien commencer, monsieur Altmaier? Oui, merci de m'avoir invité à cette place fort formidable ici à Aix-en-Provence. Les meilleurs vœux de la part de la chancelière et un bon déroulement de vos discours. Oui, vous avez raison, monsieur. Nous avons réussi en plusieurs décades un cadre institutionnel pratiquement parfait pour la coopération franco-allemande. Mais comme le disait un stagiaire français auprès de mon bureau au Bundestag il y a 30 ans, il y a évidemment besoin des cadres institutionnels, mais pour quoi faire? Pour quoi faire? Et selon moi, il s'agit d'affronter d'ensemble les trois grands défis mondiaux. Et pour le dire un peu dans la langue des jeunes, je les appelle les défis éco-techno. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, le défi écologique. Il faut le dire, nos filles, nos fils, nos grands-filles et grands-fils, les jeunes générations, ils insistent à ce qu'on fait tout pour protéger mieux le climat et la planète. Et l'accord de Paris, qui portera pour les 100 années à venir, ce nom, accord de Paris, c'est la base d'action d'une transformation pratiquement révolutionnaire de tout ce que nous faisons dans notre vie quotidienne et économique. Deuxièmement, le défi économique. Le défi économique caractérisé par une rupture au plan mondial, avec la Chine, avec l'Indonésie, avec les Indes, avec le Vietnam, avec la Corée du Sud et plusieurs d'autres
pays industrialisés qui sont devenus des vrais compétiteurs au plan mondial. Et la nécessité, défi économique, la nécessité d'organiser la transformation écologique d'une façon qui nous permet de garder, de conserver, d'améliorer encore notre standard de vie, la puissance de nos économies au plan mondial. Et c'est menacé par des évolutions que je viens de mentionner. Et le troisième défi, c'est le défi technologique, c'est-à-dire nous sommes dans une phase d'une évolution rapide en ce qui concerne le numérique, en ce qui concerne d'autres technologies au plan mondial. Et dans le passé, nous avons gaspillé du temps, très souvent, par des débats idéologiques. C'est passé entre la France et l'Allemagne. Nous avons réussi le plan de résilience ensemble, entre le président Macron et la chancelière. Et nous avons réussi, Bruno Le Maire et moi-même, depuis 3 ans, une coopération si étroite que jamais dans les politiques économiques des deux pays. Nous avons mis à part les questions idéologiques et nous avons commencé une politique industrielle qui est maintenant acceptée, largement acceptée par les 27 États membres de l'Union européenne. Politique industrielle qui nous a permis de lancer des projets concrets. Les voitures électriques auront besoin des batteries. Les batteries vont constituer un tiers de leur valeur. Et nous avons réussi une relance de l'industrie des cellules batteries en Europe, en France, en Allemagne, et ça va créer des dizaines de milliers des emplois dans nos pays. Nous sommes en train de mettre en œuvre un projet commun, IPCEI, projet important de l'intérêt européen, en ce qui concerne l'hydrogène. Parce que l'hydrogène, c'est le lien entre les énergies renouvelables et les industries classiques. Et nous sommes en train de réaliser le projet Gaia-X en ce qui concerne le numérique et les cloud solutions par un projet similaire, c'est-à-dire des projets concrets qui nous permettront de démontrer leadership au plan mondial. Et pour arriver à cela, il nous faut le consensus européen. Je constate finalement, pour la première fois dans l'histoire du franco-allemand, nos partenaires, et notamment après le Brexit, n'ont plus peur de la coopération franco-allemande. Ils n'ont plus peur de puissance de cette coopération. Ils demandent la coopération franco-allemande et à chaque fois où nous étions capables de trouver un accord sur les batteries, sur l'hydrogène, sur les cloud solutions, il y avait un soutien pratiquement unanime au niveau européen et c'est le bon chemin à suivre. Merci Bruno pour cette coopération tellement efficace et il faut tout faire entre vous, entre le monde académique en ce qui concerne les sciences de l'économie, pour faire une base, un fondament fort et visible de cette coopération franco-allemande en matière de l'économie et de technologie et de l'industrie. Merci. Bruno Le Maire. Merci Elisabeth Martichoux, merci, un immense merci à Peter d'être présent. D'habitude, quand nous sommes ensemble avec Peter, ce qui nous arrive très souvent depuis maintenant une quinzaine d'années, quand Peter parle français, je parle allemand. Donc je vais vous faire mon intervention en allemand. Je voudrais aussi remercier Jean-Hervé de cette organisation qui se renouvelle chaque année, qui est même visiblement waterproof. Félicitations pour cela. J'ai juste une toute petite observation personnelle. La prochaine fois, cher Jean-Hervé, invite Angela Merkel pour qu'il y ait la parité sur cette scène. Quelques remarques rapides pour démarrer notre débat. D'abord, une remarque à laquelle je ne résiste pas, c'est que si jamais
cette session d'Aix, à laquelle je suis tellement attaché, avait eu lieu 1 an plus tôt, on nous aurait expliqué par A plus B que les calamités étaient devant nous, qu'il y allait avoir des centaines de milliers de faillites, que le chômage allait exploser en France, que l'Union européenne allait exploser, que la zone euro allait disparaître, et que nous étions au bord du gouffre. Nous avons eu, avec le président de la République, une stratégie économique qui a consisté à protéger massivement nos salariés, nos entreprises et nos technologies. Eh bien, ne boudons pas notre plaisir. Cette stratégie économique était la bonne et nous sommes désormais sur la voie du redressement économique. Et dans ce succès, parce que je pense que nous avons devant nous des années de croissance, de redressement, de souveraineté européenne, la deuxième chose qui me réjouit, c'est que le fameux couple franco-allemand, qui ne se résume pas à Peter et à moi, je tiens à le dire, Dieu soit loué, a été diablement efficace. Et je dois dire que dans une vie politique, je vous parle sur un plan plus personnel, quand on est soi-même engagé dans cette amitié franco-allemande, quand on a l'amitié, le respect, l'admiration que j'ai pour l'Allemagne, la culture allemande, et l'importance que j'attache à ce lien entre nos deux grandes nations. Je pense que nous avons plus accompli en 2 ans que ce qui a été fait depuis 20 ans en matière de relations franco-allemandes. D'abord, nous avons fait tomber un certain nombre de tabous. Le premier tabou, c'était la politique industrielle. Politique industrielle, pour beaucoup d'Allemands, c'était Pompidou et De Gaulle réunis autour du plan. Hommage à François Bayrou, qui n'aurait échappé à personne. Mais en réalité, du côté allemand, on était très opposés à cette stratégie-là. Peter a eu le courage, et je lui rends hommage, parce que c'est un homme politique courageux, de signer un manifeste pour la politique industrielle franco-allemand il y a 2 ans, disant on ne peut pas se contenter d'une politique de la concurrence. On ne peut pas se limiter à l'affrontement entre les nations, à la concurrence comme alpha et oméga de la politique économique européenne. Il faut désormais, face à la Chine et face aux États-Unis, une vraie politique industrielle européenne. C'était facile pour moi. C'était difficile pour Peter de signer ce manifeste, mais il l'a fait. Il a survécu, il en sort plus fort et on peut lui rendre hommage. Deuxième tabou, les aides d'État. Alors on vous expliquait que l'industrie devait se développer, l'économie devait se développer, je le dis devant de très grands patrons qui sont présents ici, sans aucun euro d'aide publique. Alors vous aviez les États-Unis qui arrosaient largement toute leur industrie, spatiale, des lanceurs, de l'énergie, de la recherche. Vous aviez la Chine, inutile de le dire, qui, elle, fonctionne structurellement avec des aides d'État, mais vous aviez l'Europe, elle, qui vous expliquait jamais d'aide publique pour le développement de l'industrie et de notre économie. Alors comme on ne voulait pas reconnaître qu'on l'a fait, on a inventé un mot barbare. Ça s'appelle le PIEC, ou les IPCEI en anglo-saxon. Mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité, ces PIEC et ces IPCEI? Ça veut dire que pour la première fois de son histoire depuis 1957, l'Europe accepte que pour développer des nouvelles technologies, il faut de l'argent public et des aides publiques. Eh bien, je pense que nous en sortirons plus forts et que nous avons corrigé une erreur vieille de 30 ans. Troisième tabou que nous avons fait tomber, pour financer tout cela, nous avons accepté l'émission de dette en commun. Moi, je me souviens très bien, Peter, puisque je passe ma vie à Berlin, je me souviens très bien d'être allé en 2017 voir Wolfgang Schäuble, qui est un de nos amis communs et un des responsables politiques européens pour lesquels j'ai le plus de respect. Juste avant la conférence de presse, c'était ma première conférence de presse comme ministre des Finances, il m'a pris à part, Wolfgang, et m'a dit « Écoute Bruno, tu parles de ce que tu veux, de la pluie, du beau temps, de la relation franco-allemande, de l'industrie, de nos partenariats technologiques. Il y a un mot que tu ne prononces pas, c'est dette en commun. » À l'époque, ça s'appelait les eurobonds. Parce que là, toute ta visite, et je pense toute la relation franco-allemande, va s'effondrer si tu prononces ce mot de dette en commun. 4 ans plus tard, la chancelière allemande Angela Merkel et le président de la République française, Emmanuel Macron,
défendent l'idée d'émission de dette en commun pour financer le plan de relance européen. Ils ont eu gain de cause et nous avons franchi, avec cette émission de dette en commun, un pas de géant dans l'intégration européenne et dans la relance économique. C'est un troisième tabou qui est tombé. Et parce qu'on a fait tomber les tabous, on s'aperçoit qu'en faisant tomber les tabous, on ne se porte pas plus mal. Qu'au contraire, nous arrivons à des réalisations qui sont stupéfiantes. Je vais être très bref parce que Peter les a citées. Mais les batteries électriques, il y a 2 ans, il n'y avait pas une usine de batteries électriques en France. Tout venait de Chine ou de Corée du Sud. 2 ans plus tard, il y aura des usines de batteries électriques. Même chose sur l'hydrogène, même chose sur le cloud, même chose sur l'espace. Nous avons fait des pas de géant, et je le dis devant Guillaume Faury, je pense que depuis la création d'Airbus, nous n'avons pas réalisé autant de progrès industriels que ce que nous avons fait depuis 2 ans entre la France et l'Allemagne. Alors quel défi maintenant devant nous, très brièvement? Le premier défi, c'est de montrer que nous ne sommes pas un couple exclusif, mais un couple ouvert qui est prêt à accueillir toutes les autres nations. C'est essentiel que les autres nations européennes sentent que tous nos projets sont aussi pour eux et pas que pour nous. Deuxième défi, mettons les choses très clairement sur la table, les finances publiques. Si on veut que le couple s'entende bien, il ne faut pas que les finances publiques de la France et de l'Allemagne divergent trop. Il faudra, le moment venu, à un rythme raisonnable, rétablir les finances publiques françaises pour que nous ne divergions pas trop avec nos partenaires allemands. Et enfin, mais on aura l'occasion d'en reparler, je considère que le grand défi qui va tous nous rassembler, nous tous ici, nous tous sur cette scène, nous tous en Europe, c'est la transition écologique, parce que nous sommes que dans les balbutiements des réponses que nous pouvons et que nous devons apporter, et qu'on n'aura pas trop de toutes les intelligences qui sont dans cette salle pour trouver des solutions sur la lutte contre le réchauffement climatique. Merci à tous. Quelques mots, Guillaume Faury, après quoi on pourra engager une conversation, un échange, allez-y. Oui, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. C'est un grand privilège d'être sur ce panel pour en quelque sorte symboliser les succès de la relation franco-allemande, et ce n'est pas moi qui vais mettre de la controverse sur l'importance de cette relation et de ses succès. Je pense qu'on est à un moment où un certain nombre de choses accélèrent ou changent significativement et qui sont des opportunités, mais aussi parfois des défis pour l'Europe et pour la relation franco-allemande. En particulier, ce qu'on observe, nous les industriels, c'est un beaucoup plus grand niveau de complexité de tout ce qu'on a réalisé, mais aussi un beaucoup plus grand impératif de vitesse. Et de ce point de vue-là, l'Europe crée beaucoup de difficultés, parce qu'on est 27, parce qu'on a des règles, et donc combiner vitesse et effort collectif, c'est difficile. Et de ce point de vue-là, la relation franco-allemande, c'est une partie de la solution, c'est une partie de la réponse à la capacité à aller vite, et donc il est absolument essentiel que cette relation soit forte, soit efficace, et même si les rêves ou si les peurs sont parfois très différentes entre les Français et les Allemands, si la politique budgétaire n'est pas la même entre la France et l'Allemagne, si la relation à la défense n'est pas la même, si la politique énergétique n'est pas alignée entre les deux, si l'orientation géopolitique, l'Allemagne regardant parfois vers le nord-est et la France vers le sud ou vers l'ouest, tout ça, ce sont des raisons de rendre plus difficile la relation franco-allemande, mais pour autant, quand la France et l'Allemagne travaillent bien ensemble, les solutions qu'on peut mettre en œuvre sont exceptionnelles. Et effectivement, nous, Airbus, on est un témoin qu'on peut faire fonctionner la relation franco-allemande dans la durée, de façon très efficace. On est aussi la preuve qu'au moment où beaucoup de technologies, où beaucoup d'industries prennent des dimensions considérables, où l'échelle ou la taille est essentielle, il s'agit d'États-Unis, d'Europe, de Chine, eh bien, il faut trouver les accords en Europe pour pouvoir être l'Europe. Et souvent, ça commence par la France et l'Allemagne. Alors, une question un peu plus difficile. Peut-être que faut-il une relation franco-allemande forte? Je pense que la réponse est évidente. C'est une relation franco-allemande forte. Est-elle une solution pour l'Europe ou est-elle un problème pour l'Europe? Et tu l'as dit, Bruno, il faut effectivement que cette relation soit très inclusive, mais c'est difficile parce que arriver à entraîner tout le monde, ça prend beaucoup de temps.
et on n'y arrive pas. Donc la France et l'Allemagne se mettent d'accord, et parfois c'est perçu comme étant au détriment des autres pays. Je pense qu'Airbus montre dans la durée que dans un premier temps, un accord franco-allemand est nécessaire. Il est souvent le germe de quelque chose de très positif. J'espère que ce sera le cas dans la batterie. Il faut absolument que ce soit le cas dans l'hydrogène. Ça fait partie des transitions qu'on doit absolument réussir. Et par rapport aux grands défis que je vais peut-être citer, qu'on a devant nous, je pense qu'à chaque fois, la réponse est la relation franco-allemande est d'abord une solution. C'est la façon de commencer, mais c'est le début d'un problème qui est comment on entraîne les autres et comment on arrive à faire quelque chose de collectif, parce qu'à la fin, il faut des solutions européennes. Alors, quels sont les grands défis? Je pense que le premier grand défi, c'est d'arriver à mettre la crise du Covid-19 vraiment derrière nous. Dans l'aviation, ça n'est pas encore le cas. Et dans les échecs, je pense, des 15 derniers mois, il y a la très mauvaise coordination européenne sur la remise en route du système de l'aviation, parce que là, il fallait aller très vite entre Européens et qu'on n'y est pas arrivé. Chaque pays a pris ses décisions et le résultat, c'est quand même un échec dont il faut sortir maintenant. Donc, premier défi, arriver à mettre définitivement la crise de la Covid ou du Covid derrière nous, sachant qu'il y a un certain nombre d'opportunités, mais quand même encore beaucoup de défis. Deuxième grand challenge ou grand objectif, c'est réussir les grands programmes qu'on a lancés, et en particulier dans le domaine de la défense, avec la France et l'Allemagne au cœur de ces programmes. Le plus important, c'est le FCAS, le système de combat du futur, avec la France, l'Allemagne et l'Espagne, qui est un début de réponse. C'est un programme absolument considérable. Il y en a d'autres, l'Eurodrone. Il faut transformer ces projets en réussite, parce qu'on va le mesurer dans la durée. Et puis le troisième, et qui est probablement le plus important, et j'espère qu'on va y revenir, c'est ce que nous on appelle la décarbonation de l'aviation, qui en fait est un défi beaucoup plus grand, qui est celui de la transformation des technologies au service de ce grand défi de la race humaine. Pour la première fois, un enjeu qui est un enjeu commun pour tout le monde, qui est celui effectivement de la transition énergétique au service du climat, mais qui en fait veut dire de la digitalisation et de la décarbonisation. Les grands défis industriels se retrouvent au cœur de cette transformation. Et là aussi, s'il n'y a pas de bonne coopération franco-allemande dans cette dimension énergétique, des technologies industrielles, de la digitalisation et aussi de la réglementation, pour arriver à créer les bases de ces nouvelles industries à la vitesse où on a besoin d'aller. Si on n'a pas le couple franco-allemand au cœur, on n'y arrivera pas. Donc pour moi, le couple franco-allemand, oui, une très bonne qualité de la relation aujourd'hui. Est-il une solution à l'Europe? Absolument. Il est même une solution au monde. Est-il suffisant? Non, probablement non. Il doit être inclusif. Et Bruno et Peter, peut-être vous nous direz comment et quelles sont les solutions de votre point de vue, parce qu'il faut entraîner les 27. Et si ce n'est pas une solution pour les 27, alors ça n'est pas une solution du tout, parce que l'Europe est vraiment, de notre point de vue, la dimension à laquelle il faut se positionner par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine, si on veut être concurrentiel dans le monde de demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup Guillaume Faury, Peter Altmaier et Bruno Le Maire. Beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait rebondir, c'était très riche. Une question d'actualité, monsieur Altmaier, quand même. On a dit, Bruno Le Maire a insisté vous-même, Angela Merkel, en se combinant avec Emmanuel Macron pour la mutualisation de la dette, a d'une certaine façon mis sur la table un réengagement extrêmement fort pour l'Europe. Est-ce que cet héritage va lui survivre? On est encore une fois à l'aube d'une élection importante. Est-ce que ça, c'est maintenant de l'ordre du pérenne? J'en doute pas, mais pour préciser un peu, et Bruno l'a dit en effet, le principe et la chose la plus importante, ce n'était pas la dette, mais c'était la solidarité entre les nations en Europe. Il y a quelques-uns, comme la France et l'Allemagne, qui bénéficient plus du croissance mondiale, qui bénéficient plus des investissements technologiques. Et il y a d'autres qui ont été défavorisés par l'histoire, par les évolutions. Et là, nous devons créer des mécanismes de solidarité. Et nous avons perdu, en parlant des eurobonds à l'époque, 2010 à 2020, 5 années, sans arriver à une solution commune. Et maintenant, nous avons réussi non seulement les 750 milliards d'euros, mais nous avons réussi l'idée de la solidarité. Ça nous a permis de renforcer l'Union européenne en tant que telle.
Deuxième point, il y aura 2 élections, les présidentielles en France en printemps, peut-être suivies par des élections anticipées de l'Assemblée, comme c'est parfois le cas en France. Il y aura des élections au Bundestag au mois de septembre, un nouveau chancelier ou chancelière en Allemagne, et personne ne peut savoir d'avance comment ça va évoluer. Ils doivent se faire connaître, ils doivent se faire comprendre. Les sondages donnent la CDU nous avons plutôt bien placée là pour l'instant. Nous avons une chance. Et la chance, c'est de prendre les 5-6 mois à venir pour établir le fondement de cette coopération renforcée, améliorée, d'une façon qu'elle sera respectée par n'importe qui sera chancelier, président, premier ministre dans nos 2 pays. Ça, c'est le vrai défi. Parce que si nous gaspillons du temps pour attendre une meilleure coopération en 2 ans entre les 2 pays, nos amis et compétiteurs en Chine, aux États-Unis, auront déjà eu 2 années pour progresser. Donc, il faut prendre les décisions les plus importantes maintenant, dans les 2, 3, 4 mois à venir. Et je suis très optimiste que nous allons réussir exactement ça. Et je suis très optimiste non seulement pour l'Europe, mais également pour la coopération avec les États-Unis, parce que j'étais à Washington la semaine passée, c'est pour la première fois où la France, l'Allemagne et les États-Unis ont les mêmes idées, ont les mêmes valeurs, ont les mêmes convictions, et la nouvelle administration Biden, ça présente une chance pour le couple franco-allemand également. Merci beaucoup. Alors c'est vrai que pendant les périodes électorales, on met souvent sur pause. Une petite question, peut-être un franco-française, Bruno Le Maire, pardon d'abuser de votre présence ici, mais je lisais encore ce matin dans le JDD la déclaration d'un grand responsable de la majorité qui disait qu'une réforme, par exemple, des retraites avant l'élection sèmerait le trouble et n'était donc pas souhaitable pour l'instant. Ça fait partie des réformes pour lesquelles vous plaidez inlassablement depuis des mois, disant qu'il faut donner ce signal, qu'il y a nécessité de rétablir les comptes publics. D'abord, 1, est-ce que vous savez si le président a tranché? 2, dans quel sens? 3, quand est-ce qu'il va nous l'annoncer, tant qu'à faire? Mais surtout, vous, parce qu'on parle quand même des comptes publics, je disais tout à l'heure qu'il y avait un grand déséquilibre avec l'Allemagne, vous gardez chevillé au corps la conviction qu'il faut aller très vite aussi, comme disait M. Altmaier, pas perdre de temps. Alors vous êtes trop bonne journaliste, Elisabeth Martichoux, pour penser qu'un dimanche matin à midi à Aix, tout d'un coup, je vais vous dire, tiens, voilà la date de la réforme des retraites qu'a décidé le président de la République. D'abord, je ne le sais pas, pour être tout à fait franc, et la décision n'appartient qu'à lui. En revanche, qu'on puisse sereinement poser ce sujet. Et je pense que les rencontres d'Aix ont, de ce point de vue-là, une très grande utilité. Pour mettre le débat au niveau où il doit se placer, qui est dans le fond celui du niveau de vie que nous voulons pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants, parce que c'est ça l'enjeu. Nous sommes une nation qui, globalement, prise dans son ensemble, ne travaille pas suffisamment. Je dis tout de suite que ceux qui travaillent beaucoup, travaillent dur, travaillent de manière efficace, travaillent même avec un niveau d'engagement qui est tout à fait remarquable. Mais notre niveau de chômage, l'entrée tardive des jeunes, le départ scandaleusement précoce des plus de 55 ans du marché du travail fait que, globalement, nous travaillons moins que d'autres nations européennes. Le résultat, c'est que par rapport à nos amis allemands, depuis quelques années, nous nous appauvrissons. Alors s'il y en a qui se satisfont du déclassement français, grand bien leur face, mais moi je ne fais pas de la politique pour valider le déclassement français, je fais de la politique pour que notre pays se porte mieux et que les jeunes qui sont dans la salle vivent mieux que moi. C'est ça mon engagement politique. Et donc je préfère dire la vérité aux Français, qui est que sereinement, calmement, en évitant de politiser le débat et de dramatiser le sujet,
on peut sans aucune brutalité, en tenant compte de l'entrée dans la vie active, en tenant compte des carrières longues, en tenant compte de la pénibilité du travail, parce que ce n'est pas la même chose d'avoir construit des autoroutes pendant 20 ans, d'avoir coulé du béton, d'avoir fait de la maçonnerie à ciel ouvert, ou d'avoir travaillé toute sa vie dans un bureau. Ce n'est pas la même chose et il faut en tenir compte. Mais en tenant compte de ces réalités-là, un souci de justice, d'individualisation, moi je considère qu'effectivement, une réforme des retraites reste pour notre pays une priorité. Pardon pour cette petite parenthèse. Deux mots seulement. La semaine passée, un journaliste ou une journaliste allemande m'a posé la question, Monsieur Altmaier, est-ce que vous pensez qu'il faut augmenter encore l'âge de retraite en Allemagne? Et j'ai répondu, non, ça je ne crois pas, c'est 67 d'ailleurs, depuis quelques années. Et j'ai dit, d'abord, je pense qu'il faut toujours trouver un compromis. C'est-à-dire qu'il faut travailler, mais il faut avoir quelques années de retraite également. Et j'ai dit, nous avons pris une telle avance sur nos amis français. On va maintenant attendre ce qu'ils feront avec la réforme des retraites. Merci. Avant de donner la parole à Guillaume Faury, un petit mot encore sur des éléments de débat en Allemagne. Je ne crois pas que la France soit vraiment un sujet, Monsieur Altmaier, dans la campagne électorale allemande. L'Allemagne est souvent un sujet dans les campagnes françaises, en l'occurrence. Mais sur la question du pacte de stabilité budgétaire, Armin Laschet, qui succède qui est président de la CDU, a dit très clairement, en situation exceptionnelle, fonctionnement exceptionnel, mais quand c'est fini, il faut revenir à la règle. Vous comptez convaincre le prochain président français comment? Monsieur Altmaier, un mot. Encore moi, mon Dieu. Non, nous en Allemagne, nous sommes toujours en faveur des règles. Mes amis français d'ailleurs ont été toujours en faveur des règles aussi. Mais il y a une divergence. Mes amis français que j'ai connus depuis maintenant mais nous, on ne les respecte ans, pas, Peter. Il y a des règles, mais il faut avoir des exceptions. Exactement. Et c'est la preuve de la flexibilité. Et c'est quelque chose, oui, où il faut admettre qu'on peut apprendre des choses nouvelles. Mais en même temps, il est clair aussi, les Français ont entamé des efforts considérables au moment où Bruno est arrivé, non seulement ministre de l'économie, mais finances, et le fait que nous avons consolidé pendant des bonnes années nous a permis maintenant de nous permettre une exception aux règles du pacte de stabilité. Je crois que ça, c'est le connexe entre les deux. Donc, il ne faut pas dire on va maintenant terminer ça pour une période éternelle sans permettre aucune autre exception, mais on ne peut pas dire ça va continuer comme ça pour une période de, je ne sais pas, de 50 ans, parce qu'il y a d'autres pays en Europe, vous le connaissez tous, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, mais qui auront des défis énormes à surmonter, et on ne peut pas dire on peut se permettre des dettes pour améliorer le standard de vie aujourd'hui. Non, on peut permettre des dettes pour créer une technologie, une industrie compétitive au plus haut niveau de l'innovation. Ce sont des choses pour l'avenir. Il ne faut pas financer le présent au détriment de l'avenir. Il faut organiser aujourd'hui les mesures nécessaires pour permettre aux jeunes de rester compétitifs et de gagner leur vie comme nous l'avons fait aussi. Merci beaucoup. Merci. Guillaume Faury. Si vous avez un avis sur la réforme des retraites, welcome, hein, mais ce n'est pas le sujet. Ouais. En ce qui vous concerne, je voulais vous demander, parce qu'on a entendu votre plaidoyer pro-européen tout à l'heure, mais on a aussi entendu des frustrations. Sur le fonctionnement du couple franco-allemand, je vous pose la question, puisqu'on parle de son avenir, est-ce qu'on a vraiment besoin du couple
du franco-allemand pour faire fonctionner l'Europe? Alors oui, je pense que j'ai répondu tout à l'heure à cette question. Je pense qu'on a vraiment besoin du couple franco-allemand. Je savais que ça tournerait un peu politique, mais je vais essayer d'amener ma contribution sans être politique pour autant. Sur les sujets des retraites, comme sur d'autres sujets, il est important que la France et l'Allemagne puissent continuer à fonctionner ensemble. Et donc, sur les différences qui peuvent remettre en cause cette capacité à travailler ensemble, il y a une convergence suffisante. Bruno disait tout à l'heure, l'Allemagne a beaucoup avancé sur le sujet du rapport à la dette et on a emprunté ensemble. Ça montre que l'Allemagne a progressé. Je pense que côté français, on a aussi à faire notre part du travail pour rapprocher la capacité des deux pays à avoir des projets en commun, à réussir en commun. Et sur le sujet des retraites, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, comme on l'a fait sur le domaine budgétaire. Donc, dans ces domaines où les écarts se creusent et sont potentiellement suffisamment larges pour remettre en cause la capacité à travailler ensemble, il y a non seulement une obligation à faire les bonnes choses, mais il y a une obligation à faire les choses qui permettent ce travail ensemble. Et aujourd'hui, sur les retraites, l'écart est très important et les conséquences que ça pourrait avoir sont énormes. Donc oui, chacun a à faire sa part du travail et sans représenter le patronat ni français ni allemand, je considère qu'il faut faire ce boulot-là. Une autre raison pour laquelle il faut le faire, ou deux autres raisons. La première, c'est le besoin de compétitivité. Le couple franco-allemand est important, mais il se replace dans la logique européenne et de l'Europe vis-à-vis des États-Unis et de la Chine en particulier. C'est un sujet de compétitivité aussi, parce que les prélèvements obligatoires dépendent beaucoup du financement de la force publique, et donc les retraites jouent un rôle essentiel. Et puis on a cette obligation par rapport aux jeunes. Effectivement, les perdants d'un âge de la retraite très tôt, c'est en fait les jeunes. Donc eux ne savent pas très bien comment réagir parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train de repousser l'âge de leur futur à arriver à la retraite, mais d'ici là, il y a un très très long chemin à faire, et pour que ce chemin se fasse dans de la croissance, dans du développement, eh bien, il faut remettre le temps travaillé là où il doit être pour trouver les équilibres sociaux, et donc la retraite joue un rôle. Donc oui, le sujet de la retraite est un sujet essentiel de la réussite industrielle, de la réussite des grandes entreprises et donc de la réussite européenne. Et de ce point de vue-là, le couple franco-allemand montre l'exemple aussi par leur capacité à s'aligner et à trouver des solutions sur des sujets qui sont des sujets de désaccord a priori. Merci beaucoup. Il est déjà le temps de conclure. Hippolyte Dalbis, un mot. Bruno Le Maire, un mot. En un mot, le grand-père de tous les économistes, c'est Adam Smith, et il disait on a toujours besoin d'un voisin fort. Et je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que c'est un avantage d'avoir un partenaire qui réussisse et qui soit fort. Il ne faut pas utiliser tout le temps cette réussite comme un biais de comparaison. Moi, j'entends depuis que je suis au lycée, que je fais de l'économie, on me dit l'Allemagne fait ça, l'Allemagne fait mieux. Ben non, il faut insister sur tous les avantages que l'on peut avoir et toutes les coopérations que l'on peut tirer. Voilà, je remercie réellement... Bruno Le Maire veut dire un tout petit mot. Mais je vous en prie. Non, un tout petit mot pour remercier Peter de sa présence, d'avoir pris le temps de venir à Aix et souligner l'importance de ce qu'il a dit sur le temps disponible. On n'a pas de temps à perdre. La Chine ne va pas nous attendre, les États-Unis ne vont pas nous attendre. Et donc il faut, dans les mois qui viennent, pas attendre la prochaine élection allemande, puis la prochaine coalition, puis se dire tiens, on va se remettre au travail. Ah ben non, on va tomber dans l'élection présidentielle française et on prend du retard systématiquement. Donc la coopération franco-allemande est essentielle, il faut la poursuivre maintenant.